Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Alors aujourd'hui on fait un premier bilan, et alors que les fêtes de fin d'année approchent, l'exercice 2019-2020 nous offre déjà quelques belles histoires. Quelles sont les surprises de la saison? Comment ces équipes s'y prennent? Et est-ce que ça va durer? Alors avant de lancer le top 5, un bref mot pour les écartés, qui le sont de manière un peu arbitraire parce que j'ai voulu resserrer le viseur autour d'un nombre restreint, forcément de clubs, mais qui auraient largement mérité qu'on en parle davantage. C'est le cas par exemple de Fribourg, 6ème de Bundesliga, tenant tête au Cador, de la Lazio, si décevante depuis quelques saisons, mais aujourd'hui sur le podium de Serie A et 2ème meilleure attaque d'Italie, de l'Athletic Bilbao, qui va se mêler à la course pour la Ligue des Champions sans doute, et puis plus loin de nos regards, de Sivasspor en Turquie, leader surprenant à la cadence infernale, saison un peu folle là-bas d'ailleurs, puisque le Fener et Gala sont 6ème et 8ème respectivement. Enfin, la température est un peu retombée certes, mais Famalicão au Portugal est encore sur le podium. Il y avait de quoi faire, mais il fallait aussi faire des choix. À la 5ème place donc, et pour commencer j'ai distingué un club qui fait beaucoup parler de lui en Angleterre, c'est bien sûr le promu Sheffield United. Alors, quelque part c'est une histoire assez classique de petits poussets comme on en voit chaque saison, mais ce serait aussi intellectuellement malhonnête de dire qu'elle était prévisible, en tout cas en ce qui me concerne. Voilà, tous les bookmakers les avaient comme favoris pour la 20ème place, pour la place de Lanterne Rouge, derrière même Aston Villa, derrière même Norwich, et comme j'en avais parlé dans mon classement prévisionnel de Première Ligue, c'était aussi mon cas, force est de constater que je m'étais trompé. La première question du coup c'est forcément pourquoi ou comment. Il faut souligner d'abord le gros travail du manager Chris Wilder, qui est arrivé en 2016, à l'époque où Sheffield évoluait en League One, donc la D3 anglaise. L'idée qu'il répète à chaque conférence de presse et qui est devenue son véritable leitmotiv, c'est le sacrifice. Première journée de Première Ligue et pour le retour du club dans l'élite, son groupe sort un match tout à fait correct et s'incline de justesse 2-1 contre Leicester. Les joueurs qui ont tout donné sortent sous les applaudissements de Bramall Lane, mais Chris Wilder juge seulement que ses efforts sont une base. Rien de plus que le minimum syndical et en tout cas pas de quoi s'enthousiasmer. Mais donc au-delà de cette débauche d'énergie fantastique et absolument avérée qui caractérise Sheffield, notons qu'elle prend place dans le cadre d'un pressing intelligent. Donc plus que du cœur, on a aussi de l'esprit et on a un 3-5-2 très intéressant, très organisé, qui en plus de fournir des bases solides derrière, Sheffield, c'est aujourd'hui la 3ème meilleure défense de Première Ligue, fait aussi la part belle un duo d'attaquants. Et notamment au français Lys Mousset, 5 buts, 3 passes D en 11 apparitions. Et c'est peut-être particulièrement notable parce qu'à une époque, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'est en gros avant que Mourinho arrive à Chelsea, plus ou moins, les systèmes à 2 attaquants, à 2 buteurs, étaient la norme absolue en Première Ligue, mais c'était plutôt des 4-4-2 à plat, quasi exclusivement des 4-4-2 à plat, alors que là on a un 3-5-2 hybride. Et donc on peut dire, dans une certaine mesure, que Chris Wilder fait de l'ancien avec du neuf. Bon, pour l'instant ça permet au club d'être 8ème, avec un match en moins et un début de saison pas évident non plus, puisqu'ils ont déjà joué Tottenham, Chelsea, Manchester United, Liverpool et Arsenal. Les 5, une seule défaite dans le lot, c'était donc contre Liverpool. Voilà, demain soir ça enchaîne avec la réception de Newcastle, et ensuite, juste avant les fêtes, t'as Norwich, Aston Villa, Brighton et Watford, donc voilà, t'as l'opportunité de prendre quelques points, et grosso modo, si aujourd'hui je devais refaire mon fameux pronostic, je dirais que je les vois pas finir européens, je les vois pas, sans doute pas terminer dans la première partie de tableau, mais le maintien est en bonne voie, ils ont pris une sérieuse option, et c'était pas gagné. En 4ème position ensuite, direction l'Allemagne, et quelques mots bien sûr pour le leader actuel de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach, parce qu'elle a un vrai beau sujet. Après quelques années en dents de scie suite au départ de Lucien Favre, Gladbach tardait à confirmer, s'est écroulé en fin de saison dernière et a raté une qualif en Ligue des Champions qui semblait lui tendre les bras, mais sous l'impulsion du directeur sportif Max Eberl, un nouveau coach est arrivé, Marco Rose. Et alors ceux qui ont vu mes vidéos comment un blogueur est devenu coach connaissent peut-être encore mieux son adjoint, René Maric. Les deux travaillent déjà ensemble à Salzbourg et donc ont repris Gladbach cet été, avec je dirais pour conséquence première une mutation stylistique profonde. Donc on avait une équipe qui était plutôt réputée pour son jeu de possession patient. Aujourd'hui, on a en revanche sans doute le football le plus électrique et le plus direct de Bundesliga. Ça verticalise à l'extrême, les circuits de passe sont eux très axiaux, et le tout est sous-tendu par un pressing qui est très haut sur le terrain. Donc quand on regarde Gladbach aujourd'hui, il faut s'accrocher. Niveau système ensuite, ça varie beaucoup, peut-être un petit peu comme on pourrait s'y attendre, entre guillemets de la part d'un laptop manager et d'un adjoint qui a après tout fait ses gammes en analyse de l'opposition. Il y a beaucoup d'ajustements qui sont faits en fonction des adversaires rencontrés. Donc pour l'instant on a eu
Beaucoup en début de saison, surtout un 4-3-1-2. On a eu brièvement un 4-2-3-1. En Europa League, on a eu du 3-5-2, du 4-2-2-2 qui n'a pas du tout marché. Et on a eu aussi un 3-4-1-2. Aujourd'hui, il y a quand même un système qui semble dominer, c'est le 4-3-3 point de basse. Peut-être parce qu'en milieu reculé, la qualité de passe sous pression de Denis Zakaria est véritablement bluffante. À 22 ans, il est, et j'en parle depuis un petit moment ici, il est une des vraies pépites de Bundesliga. Peut-être que ce système s'est imposé aussi parce qu'il permet de réduire le temps de transition entre phase offensive et phase défensive. Dès le début de saison, Gladbach avait pris l'habitude de presser en 4-3-3 avec en tout cas 2 lignes de 3 très axiales. Mais si on a donc ici une vraie réussite tactique, la réussite d'un collectif qui est premier de Bundesliga, premier aussi de son groupe d'Europa League, il faut souligner également la qualité de nombreux éléments individuels. La paire française Marcus Thuram, Alassane Plea, déjà bien sûr, 9 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues pour Thuram, 4 buts, 5 passes pour Plea, une vraie complicité entre les deux. Brel Mbolo, c'est pas mal non plus, on a tendance à oublier qu'il a que 22 ans, mais arrivé cet été en provenance de Schalke pour 10 millions, ça pourrait bien être une très bonne affaire. Le gardien Jan Sommer aussi, excellent, super régulier, peut-être le meilleur gardien de Bundesliga. Et enfin le milieu relayeur slovaque, Laszlo Benes, dégage beaucoup de maturité. Donc je pense pas que Gladbach va remporter le titre de champion d'Allemagne. Si t'es leader aujourd'hui, c'est aussi en bonne partie parce que les cadors habituels marquent le pas, que ce soit le Bayern, que ce soit Dortmund. Il y a aussi une vraie surperformance derrière. T'as la deuxième meilleure défense d'Allemagne, mais seulement la 9e quand on regarde les expected goals against. Tout ça m'empêche, je dirais, de les mettre peut-être encore un peu plus haut dans mon top 5, mais ça les empêche pas d'être une équipe à surveiller, ne serait-ce que pour son potentiel spectaculaire. Et si vous voulez les découvrir, pourquoi pas dès ce week-end, samedi à 15h30, ils jouent le Bayern. On monte maintenant sur le podium et direction la Sardaigne, où Cagliari impressionne, 10 matchs consécutifs, les 10 derniers sans défaite, 7 victoires dans le lot. Ça leur permet aujourd'hui d'être 4e de Serie A, et pour une équipe qui est traditionnellement plutôt habituée à jouer le maintien, donc 15e la saison précédente, 16e celle d'avant, il y a surtout une explication qui se dégage, c'est celle d'un super mercato d'été. Animé avant tout par la très belle vente de Nicolo Barella à l'Inter, presque 50 millions d'euros bonus compris, et qui a permis donc d'enregistrer le prêt de Rajan Nainggolan, superbe depuis quelques mois, de signer le croate Marco Rog, Nahitan Nandez de Boca Juniors, un gardien Robin Olsen, si décevant à la Roma après sa belle Coupe du Monde, mais décisif à Cagliari, vraiment excellent sur sa ligne. T'as aussi les prêts de Luca Pellegrini, de Giovanni Simeone, le fils du Cholo. Quand t'ajoutes à ça les 9 buts en 14 matchs de João Pedro, t'as une petite équipe très performante et capable de véritables coups d'éclat. 5-2 contre la Fio qui avait fait beaucoup de bruit, mais aussi des victoires contre Naples, contre l'Atalanta. Je pense pas que ça durera très longtemps. Un petit tour sur understat.com, l'éternel rabat-joie, nous montre que le club a aujourd'hui quand même 13 points de plus qu'il ne devrait entre guillemets en avoir. Au classement corrigé, Cagliari est 15e de Serie A, mais ça ne doit pas empêcher de profiter d'une équipe qu'on a peu l'habitude de voir, qui part de très loin, qui montre beaucoup de cœur, qui joue sans calcul, et il y a toujours beaucoup de buts dans leur match. En seconde position donc, on quitte pas la Méditerranée, et on salue cette fois le travail admirable qui est réalisé du côté de Marseille, où vraiment tout semblait s'écrouler la saison dernière, et où André Villas-Boas est en train de relever un sacré pari. En fondant un vrai collectif sur le terrain et en dehors, en redonnant confiance à ceux qui l'avaient perdu, il a déjà réalisé un travail de management humain qui mérite distinction, mais je crois qu'il faut souligner aussi ses qualités de tacticien. Le meilleur exemple, c'est sans doute son plan de jeu, le plan de jeu de l'OM contre Angers hier soir, match au terme duquel on a demandé à Valentin Rongier la méthode Villas-Boas, et sa réponse est claire. Un bloc agressif, mais surtout réfléchir en fonction de l'adversaire. On savait qu'Angers était habitué à procéder en contre, alors on leur a laissé le ballon. Et le coach Stéphane Moulin en face, il faut féliciter leur entraîneur, je pensais qu'ils allaient s'y prendre autrement. Ils m'ont surpris car renoncer au jeu comme ça, avec la qualité qu'ils ont, c'est très fort. C'est pas une critique, car c'est effectivement très fort de convaincre de tels joueurs de ne pas garder le ballon. On n'a jamais eu 70% de possession en Ligue 1 depuis 5 ans en Ligue 1, et à chaque fois, on a perdu la balle dans les 25 derniers mètres, dans ces espaces où il faut être très juste. Voilà, on pourrait aussi parler de l'impact de Rongier, du retour en forme plutôt intéressant de Mandanda, se souvenir que tout ça a été fait pour l'instant sans Thauvin, donc tu as encore une marge de progression, et pourtant, si Marseille bat Bordeaux au Vélodrome ce week-end, l'OM continuera à distancer les poursuivants, puisqu'aujourd'hui le club est déjà 2e avec 5 longueurs d'avance. Alors j'en profite pour faire une petite dédicace à mon ami Philippe Gergov, alias Footalitaire. Voilà, la moitié de ma famille vient du sud de la France, et je connais beaucoup de fada comme on dit, mais de ce que je vois sur Twitter, il a l'air de l'être presque autant qu'eux. Ça fait plaisir à voir.
Enfin donc, tout en haut de l'affiche, l'équipe qui me surprend le plus cette saison et pour laquelle je vois aussi le plus bel avenir cette saison, c'est sans doute Leicester. Alors pour un extraterrestre qui débarquerait aujourd'hui sur Terre, qui aurait pour seule base footballistique un almanach de résultats des 5 dernières saisons, on va dire, peut-être que la deuxième place de Leicester aujourd'hui n'est pas la plus surprenante. On parle quand même du champion d'Angleterre 2016, mais pour les humains, d'entre nous, on est obligé d'y voir une réussite fantastique, 7 victoires consécutives, série en cours, dont ce 0-9 historique à Southampton, 3 matchs à venir ce soir contre Watford, puis ensuite Aston Villa, Norwich, donc de quoi continuer à espérer engranger des points. La meilleure défense de Premier League est d'assez loin. Il y a beaucoup d'éléments qui font que ce Leicester de Brendan Rodgers peut viser le top 4. Au milieu, le trident Ndidi, Maddison, Tielemans impressionne. Avec Chilwell et Ricardo Pereira, t'as aussi 2 latéraux de qualité. J'avais mis Chaglar Soyuncu dans ma liste des défenseurs à suivre, et il déçoit pas. Kelechi Iheanacho revient bien, décisif ce week-end. Et puis on doit parler bien sûr de Jamie Vardy, qui aura 33 ans en janvier. Et pour un attaquant qui dépend autant de son accélération, autant de sa vitesse pure, il semblait qu'avec l'âge, un déclin inexorable l'attendait. C'est tout le contraire, il se bonifie avec le temps. Et d'ailleurs, depuis que Brendan Rodgers est arrivé au club, c'était en mars dernier, Jamie Vardy est le meilleur buteur de Premier League. Sur cette période, il est le meilleur buteur de Premier League, d'assez loin même. Comme à Swansea, Rodgers, qui a toujours été très inspiré par ce qui se fait en Espagne, a mis en place un 4-3-3 pointe basse, son classique qui presse énormément à la perte, qui est toujours très agréable à regarder. Et c'est aussi un tacticien plutôt intéressant, capable de vrais ajustements en cours de rencontre, capable de transformer le cours d'un match, comme il l'a fait contre Everton, pas plus tard qu'il y a quelques jours. Donc à suivre. Voilà, ça conclut mon top 5, et je suis prêt à entendre le vôtre maintenant, on va dire peut-être votre top 3 en commentaire, n'hésitez pas. Mais avant de boucler totalement la vidéo, j'aimerais revenir sur un club bonus, une équipe qui attire particulièrement mon attention en ce moment pour tout ce qui se passe, et on aura, je pense, l'occasion d'y revenir en plus de détails encore, mais c'est les Girondins de Bordeaux. Ça mérite d'y jeter un coup d'œil puisque le travail remarquable de Paulo Sousa fait vraiment plaisir à voir. C'est une vraie belle démonstration de patience dans un foot moderne qui en manque parfois. Avec un effectif qui déborde pas franchement de talent individuel, il arrive à faire jouer son équipe de mieux en mieux, ça progresse nettement. C'est intéressant à suivre, j'espère maintenant que tout ça sera pas gâché par le conflit qui anime cette fameuse direction bicéphale entre GACP, King Street, on en reparlera vite. Et donc voilà les amis, c'est la fin de cette courte analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Alors on refera un point sûrement sur ces équipes et d'autres courant 2020 parce qu'il y a des vraies trajectoires intéressantes à suivre, et en tout cas on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo, le complément naturel de celle-ci dans une certaine mesure puisqu'on parlera des déceptions, et là aussi il y a beaucoup à dire. Si tout ça vous intéresse et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à le manifester avec un petit pouce bleu, c'est bien sûr très apprécié, et ça a aussi permis à ma dernière analyse, l'analyse du groupe de l'équipe de France, d'atteindre la rubrique tendance de YouTube, donc merci. De notre côté maintenant, rendez-vous demain pour la suite, samedi pour conclure cette très très belle semaine, et j'ai encore plein d'idées en stock, notamment sur le volet Histoire du foot, hâte de vous montrer ça. D'ici là donc, comme d'habitude, passez une excellente soirée, prenez soin de vous surtout, et on se dit à très vite, bisous.